Alors, on va passer maintenant au rapport annuel 2017 des délégataires des services publics municipaux. C'est M. Perroton qui nous présente ce rapport. Délibération numéro 19. La ville de Chambéry a externalisé la gestion de 8 services publics municipaux, qui sont donc la restauration scolaire, le chauffage urbain, le stationnement ouvragé enclos, les pompes funèbres, la fourrière automobile, la fourrière animale et le marché à bestiaux. Et un certain nombre de ces délégations est venu à terme, notamment sur ce qui concerne les stationnements en ouvrage. Conformément aux termes de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission consultative des services publics locaux a examiné le rapport annuel des délégataires des services publics municipaux externalisés lors de sa séance du 20 novembre 2018. On note également que la ville est assistée pour l'analyse du rapport annuel du délégataire et du contrôle du suivi des engagements ainsi que de la bonne exécution des clauses contractuelles par la société Cantinéo pour la délégation de services publics relative à la restauration scolaire et des personnes âgées et par la société Naldéo pour la délégation du service public de chauffage urbain. Une fiche de synthèse de l'analyse de chaque rapport annuel a été établie et est annexée au présent rapport. Note également que les rapports annuels de chaque DSP sont disponibles et consultables au service des assemblées et disponibles sur un lien. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal prend acte de la présentation des rapports annuels des délégataires des services municipaux au titre de l'année 2017 en application de l'article L. 1411-3 du CGCT. Prend acte que ces rapports annuels 2017 seront joints au compte administratif en application de l'article R. 1411-8 du CGCT. Merci, M. Perroton. J'ouvre le débat. M. Dupassieux. Deux remarques concernant la délégation de la restauration scolaire et municipale et puis le chauffage urbain. Concernant la restauration scolaire et municipale, par rapport à la fourniture des repas, donc on est sur une fourniture à peu près constante pour les scolaires, mais on a fait remarquer une baisse importante au niveau des personnes âgées, moins 19%. Les explications qui sont données dans le rapport nous indiquent que ce serait à cause de changements de modalités et également un impact de la conjoncture économique. Ça reboucle avec le débat que nous venons d'avoir tout à l'heure. Effectivement, comment faire pour que les personnes âgées continuent à bénéficier de ce service. Nous avons entendu dire aussi des problèmes sur la qualité des repas. Donc, est-ce que c'est effectivement un problème qui est intervenu sur la baisse des commandes pour les personnes âgées? Et si oui, comment ce problème va être résolu? Autre question sur le bilan d'exploitation. Ce bilan d'exploitation fait apparaître un déficit très important, hein, près de 500 000 euros. Sur un budget de 2 millions d'euros, donc c'est quand même 25%, c'est beaucoup. On remarque que ce déficit est dû sur la ligne des frais d'exploitation à une augmentation de 116%. On est passé de 213 000 euros à 460 000 euros. Une forte augmentation aussi des frais de structure qui sont passés de 81 000 euros à 120 000 euros. Et également de la masse salariale qui est passée de 400 000 à 500 000 euros, donc plus 100 000 euros, plus de 20%. Toutes ces dérives posent question quand même sur la qualité de l'offre qu'a pu faire Sodexo et nous souhaiterions avoir quelques explications justement sur l'analyse que vous tirez de ce gros déficit d'exploitation. Est-ce que l'offre de Sodexo n'a-t-elle pas été anormalement basse? C'est une question qu'on peut se poser. Par rapport aux objectifs ambitieux qui étaient malgré tout annoncé par Sodexo sur les 60% de produits locaux à partir de la deuxième année et 20% sur le bio également à partir de la deuxième année, puis une augmentation jusqu'à 50% dans le déroulement du contrat. J'ai posé la question au niveau de la CCSPL, comment on vérifiait cet engagement. Il y a eu pas mal d'hésitations quand même entre élus, services, conseillers de la délégation, et on a fini par me dire qu'à partir de 2018, c'était une obligation et que ce serait contrôlé, évalué à partir des coûts relatifs des différents produits utilisés.
Donc nous sommes dans la deuxième année déjà achevée de cette délégation. Donc est-ce que ce tableau a été mis en œuvre? Parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il était encore mis en œuvre. Donc est-ce qu'il a été réalisé au moins pour la deuxième année? Et si oui, est-ce qu'on pourrait en avoir une communication? Concernant la CDC, là c'est plutôt des remarques positives. L'engagement de l'avenant 16 qui a été signé en décembre 2013 montre que l'objectif de moins 15% de la tarification de la chaleur a été tenu. Là aussi c'est en écho avec l'actualité. Supprimer la dépendance du réseau de chauffage urbain aux énergies fossiles montre aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes moins fragilisés quand les énergies fossiles augmentent fortement, ce qui a été le cas ces derniers mois. Par ailleurs, nous allons avoir la fin du crédit bail qui a été contracté au moment du déménagement du réseau de chaleur entre le Covet et Bissy, 2 millions d'euros d'économies sur le budget d'exploitation, ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle, qui va peut-être nous permettre, je pense, essayer d'envisager l'avenir un peu différemment par rapport au fait que la cogénération va devoir s'arrêter en 2019, cogénération qui, jusqu'à maintenant, rapporte autour de 2 millions d'euros par an. Par rapport à ce constat, on sait que la SCDC, vous avez certainement dû lui demander, travaille sur des alternatives à la fin de la cogénération. Je voudrais simplement évoquer 2 propositions qui n'ont pas été évoquées lors de la discussion avec la CCSPL. C'est d'une part de renforcer encore la part du bois énergie. Il y a des disponibilités possibles, entre autres, sur les Hauts-de-Chambéry, d'augmentation de la part du bois énergie. A été évoquée l'augmentation de la fourniture de l'UVE. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé en 2012-2013. Ça met un peu de temps quand même pour aboutir. Je sais qu'il y avait un peu des problèmes de blocage au niveau de la gestion de l'UVE. C'est vrai que ça n'est plus de notre compétence, c'est devenu un syndicat départemental, ce qui facilite peut-être pas les discussions, mais il y a aussi des disponibilités possibles sur l'UVE. Et puis commence aussi à apparaître sur le marché du gaz renouvelable. Et comme nous dépendons encore à peu près à 20-25%, peut-être un peu plus, du gaz fossile, ce serait intéressant aussi d'explorer la possibilité d'avoir des contrats d'achat de gaz renouvelable. Il commence à y en avoir comme l'électricité renouvelable sur le marché. Ça pourrait être une bonne occasion d'engager aussi une diversification sur les consommations de gaz. Merci de votre écoute. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Fajot. Moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque générale. Quand on examine année après année, et surtout cette année, ces rapports des délégataires, alors c'est vrai qu'on a eu un débat à la CCSPL plus technique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a pu interroger les délégataires, mais ça confirme ma conviction que le service public et la régie directe, c'est-à-dire la maîtrise publique, totale publique par la collectivité, est quand même supérieure à la délégation de service public, parce que on voit sur la Sodexo, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués à la CCSPL et mon collègue Henri Lipacieux vient de le dire. Sur le stationnement, on a déjà débattu lors de plusieurs examens de rapports en conseil municipal. Sur les pompes funèbres, on a pu s'exprimer aussi avec sa privatisation. Et sur le chauffage urbain, si c'est... alors je ne parle pas des 3 petites, je parle des grosses qui quand même sont importantes pour les habitants. Sur le chauffage urbain, je crois que c'est la moins pire de celles que je viens de citer. Mais alors sur le service après-vente, on a quand même des témoignages quand il y a une panne, il faut attendre 4, 5 jours, 6 jours des fois pour que ça se remette en marche, et on est privé de chauffage. Moi, ça m'est arrivé, mais je pense qu'il y en a plein d'autres à qui c'est arrivé. Et je trouve que là, bon... alors c'est un grand groupe, c'est Suez, je crois, de mémoire. C'est un grand groupe, donc normalement on peut attendre d'un grand groupe que au niveau de la réactivité quand il y a des soucis, évidemment, donc soit supérieur. Voilà, c'est un constat qu'on fait et qui est partagé aussi par d'autres personnes. Très bien, on va répondre à plusieurs voix.
sur la question de Sodexo, tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement eu des difficultés assez sérieuses au passage de relais. Et je m'interroge sur un certain nombre de données qui ont été fournies par le précédent concédant. Il apparaît qu'un certain nombre de chiffres étaient un peu fantaisistes. Bon. On a eu, il ne faut pas le cacher, des problèmes de transition. Enfin, Sodexo a eu des problèmes de transition avec le personnel, qui a obligé à un certain nombre de surembauches, puis de changements de personnel. Et nous n'étions pas satisfaits pour autant de ce qui était servi. Ce qui a amené un certain nombre de réunions à se passer non pas au niveau service, ni même au niveau adjoint, mais à se passer dans mon bureau, avec un suivi qui a été un suivi mensuel pendant un certain nombre de mois pour vérifier la manière dont les choses étaient mises en place. Au niveau scolaire, les choses se sont assez vite passées correctement. Nous avons rencontré davantage de difficultés, je le dis sous contrôle de Françoise Bovier-Lapierre, dans nos 2 résidences de personnes âgées, où nous avions voulu faire mieux, avec une certaine diversité, qui finalement ne correspondait pas à la demande des résidents, qui souhaitaient des choses plus traditionnelles et peut-être plus quantitatives. Voilà. Ce qui n'était pas forcément, et plus cuit. Ce qui n'était pas forcément l'avis des nutritionnistes et des diététiciens. Voilà. C'est cette raison, mais j'ai fait le repas de Noël à la Calamine vendredi matin. Je n'ai eu aucune récrimination sur la question de la nourriture, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans en arrière. Sur le portage à domicile, le problème a sans doute été de même nature. Mais, comme vous l'avez dit, il y a aussi, semble-t-il, un problème financier de la part d'un certain nombre de personnes âgées. On a donc demandé au CCAS de reprendre contact avec un certain nombre d'anciens clients pour vérifier les conditions ou les raisons, plus exactement, les motifs d'abandon du système. Les résultats des interviews sont difficiles. Voilà, il est difficile de cerner l'exact pourquoi. Mais en tout cas, j'ai demandé au CCAS de voir comment on pouvait assurer un suivi alimentaire des personnes qui ont souhaité quitter le système de portage à domicile. Sur la SCDC, je vais d'abord laisser répondre à Loïc Chassot. Oui, non, en complément de ce que vous avez dit, Monsieur Dupassieux, effectivement, au chauffage urbain, on est confronté on va avoir des enjeux importants sur les années qui viennent. Le premier est direct, effectivement, vous l'avez dit, avec la fin de la cogénération qui intervient au 1er janvier 2019 et sur lequel on travaille depuis déjà plusieurs mois avec la SCDC, avec Savoie Déchets également, pour trouver des solutions pour effectivement atténuer ou vraiment limiter fortement la fin de ces contrats de cogénération. Là, on est plutôt sur des solutions qui ont été trouvées et qui effectivement vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ensuite, un enjeu important, et effectivement, et ça on y travaille dès maintenant, c'est à l'horizon de 2024 le renouvellement de la délégation de services publics et dont notamment avec les audits qui sont en cours, audits financiers, audits techniques, qui nous permettront aussi d'y voir plus clair. L'objectif
et les premiers éléments que nous avons, avec le travail qui est fait avec Savoie Déchets, avec la SCDC, et effectivement de pouvoir, vous en avez parlé d'énergie renouvelable, de pouvoir augmenter très fortement notre niveau d'énergie renouvelable fourni par le chauffage urbain. Les chiffres pour l'instant qui sont préfigurés nous laissent à penser que nous pourrions atteindre des pourcentages proches des 75-80%. Voilà ce que je peux vous dire sur le chauffage urbain, monsieur le maire. Alors effectivement, c'est Savoie Déchets qui va conduire. Un appel de candidature à maîtrise d'œuvre a été lancé il y a quelques semaines. Il doit être attribué au moment où je parle pour étudier l'évolution du système de l'usine afin de capter davantage de chaleur, notamment ce qu'ils appellent la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui sort des ventilateurs et qui part dans la nature. Notre objectif, ça serait à terme de contractualiser entre la ville et Savoie Déchets sur un volume fourni d'énergie, de chaleur, de manière à avoir une convention qui cerne bien les choses, et qu'ensuite, dans le cahier de concession que le conseil municipal sera amené à adopter en 2023, l'équipe municipale de l'époque pourra contractualiser avec un prestataire en étant elle-même l'interface avec le fournisseur de chaleur pour éviter des discussions directes qui peuvent passer dans le dos de la ville. Dans les réflexions qui sont conduites par Savoie Déchets, il y a également la création éventuelle d'une unité de brûlage de ce qu'on appelle le bois B, qui pourrait venir augmenter la production de chaleur et qui pourrait notamment faciliter, tout en restant dans un schéma unique, l'alimentation de la Motte Servolex, qui souhaite se raccorder au réseau de chaleur, et pour lequel des possibilités aujourd'hui existent. Aujourd'hui, nous avons délibéré au conseil municipal de Chambéry et la Motte serait concernée et considérée comme un gros client, au même titre que la chocolaterie ou la semoulerie qui sont aujourd'hui clients du réseau de chaleur. La question qu'il faudra se poser en 2022-2023, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer un CIVU entre la Motte et Chambéry pour gérer ensemble une seule et unique appel de concession ou de DSP pour desservir l'ensemble du périmètre. Une autre commune est partie de son côté avec un petit réseau de chaleur, c'est Barbie, mais Barbie n'est pas connectable au réseau de Chambéry aujourd'hui. Il y a trop de distance, il y a trop de zones non construites. Dans ce secteur-là, il sera possible de faire un jour une extension, mais le jour où il y aura un continuum entre Saint-Alban-Lès et Bassin. Sinon, ce n'est pas économique de tirer des tuyaux qui ne desservent personne. Sur la question de la qualité de service, pour se tirer acte de la suppression de la cogénération, nous allons vous proposer dans les prochaines semaines un nouvel avenant qui permet de verrouiller le prix payé par le contribuable. J'ai souhaité qu'une clause soit rajoutée au contrat sur la qualité de service et la continuité du service. Monsieur Fajot a parlé d'habitants qui sont restés plusieurs jours sans desserte. On en connaît tous, et ça fait longtemps. On a été confronté l'hiver dernier à un problème dans une école où il y a eu une rupture importante sur la partie incombant au chauffage urbain, et il a fallu, pour que les choses bougent, un contact direct entre le directeur général de la ville, les services de la ville, et le directeur général de la SCDC. Ça me paraît anormal, ça devrait être un cas de fonctionnement courant. Enfin, Aloïs Chassot a fait mention des 2 audits que nous avons lancés, un audit financier sur la DSP pour essayer de mieux cerner la nature des flux financiers
et un deuxième audit dont on aura les conclusions dans le courant de l'année 2019 sur l'état réel du patrimoine et du réseau. Sachant que ce réseau est le fruit de l'histoire et qu'il est le fruit parfois d'accords oraux, d'accords particuliers, etc., qui fait que d'un immeuble à l'autre, la limite de propriété ou la limite de compétence entre le chauffage urbain et la copropriété, quelle que soit sa nature, varie. Et nous avons besoin, me semble-t-il, là aussi pour préparer le prochain document de concession horizon 2022, d'y voir clair sur cet ensemble de détails. Enfin, dernier point, qui devra faire l'objet d'études dans les temps qui viennent, c'est la question du froid, de la livraison de froid à d'autres saisons que la livraison de chaud. Et c'est également la question du changement de technologie, puisque nous avons un réseau qui est un réseau à haute pression, et les réseaux qui se développent aujourd'hui, pour des questions d'économie, sont des réseaux à basse pression. Et donc nous sommes en discussion avec la SCDC par rapport au réseau qui est à construire pour desservir la zone Vétrotex. C'est un quartier complet qui est à construire. Il faut réalimenter. Et donc, cette question de choix de technologie est une des interrogations que l'on pose, sur lequel nous avons également sollicité les avis de l'ADEME, compte tenu de l'expertise de l'ADEME. L'ADEME trouve aujourd'hui que le réseau de Chambéry est un réseau qui demeure, en coût d'énergie livrée, un réseau cher. Monsieur Dupassieux. Oui, je suis un peu étonné par un certain nombre de vos propos. Je connais assez bien le réseau de chaleur pour l'avoir suivi de très près, de 2004 à 2014. Concernant l'obligation de fourniture de chaleur, il y a une obligation de service. Et les petites pannes sont normalement réparées rapidement. Il y a une obligation de fourniture de service. Peut-être que dans le cadre de pannes importantes qui ne peuvent pas être réparées rapidement, il peut y avoir effectivement ce problème-là. Moi, j'en ai pas connu. En 10 ans, je n'en ai pas connu. Je ne vois pas pour quelle raison ça se développerait davantage à partir de 2014. Je ne vois pas. Concernant le coût de la chaleur, le fait d'avoir baissé de 15% à partir de 2013, et je ne pense pas que là les ratios aient changé par rapport à ce que j'en connaissais en 2013, nous tombions sur la moyenne des réseaux de chaleur au niveau national. C'est autour de 80 € le mégawattheure, nous sommes dans la moyenne nationale. Donc les gens de l'ADEME qui vous disent que le réseau de Chambéry est cher, il était cher avant 2013, et c'est pour ça que nous avons négocié un important avenant avec la diversification des sources d'approvisionnement énergétique, qui nous ont permis de bénéficier du taux réduit de TVA et de retrouver une bonne compétitivité du réseau de chaleur. Concernant le fait de passer des parties de réseau, parce que c'est des parties de réseau en basse pression, ça se fait déjà, ça se fait déjà pour le raccordement de Villeneuve. On part du réseau qui s'arrête au Biolay, et là on part en basse température, et c'est ce qui était prévu aussi dans le développement de la ZAC du Grand Verger. Donc c'est bien pour des développements futurs, effectivement, de passer en basse pression, puisqu'on a des bâtiments très basse consommation, donc on ne peut plus être en haute pression, mais il est clair qu'on ne pourra pas, hélas, techniquement, sauf à réinvestir énormément d'argent dans le réseau et ouvrir toute la ville, mais notre réseau, il est calibré pour de la haute pression et de la haute température. Si vous voulez faire passer de la basse pression et de la basse température, ou alors il faut vraiment diminuer par 2 les consommations de tous les logements du jour au lendemain, ou des bâtiments, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Sur l'idée de mutualiser avec la Motte et d'autres communes, oui, il faut avancer dans ce sens-là. Il faut savoir qu'à côté de Barbie, il y a un important quartier de la commune de l'Aravoir, qui est juste à côté, qui est entre Saint-Alban et Barbie. Et puis une fois que vous avez raccordé ce quartier, vous avez tout le centre-ville de Saint-Alban. Effectivement, on n'est plus forcément très loin de la commune de Bassin. Donc oui, tout ça est possible. Il faut avancer dans cette direction et essayer de mutualiser
ce réseau de chaleur au niveau de l'agglomération, sachant qu'on a quand même des limites en termes de distance, hein, mais il faut avancer sur cette orientation-là. Hélas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas senti une volonté réelle des maires concernés pour avancer vite, parce que tout cela, c'était possible d'y travailler dès 2014. Des études, etc., avaient déjà été menées. Je n'ai pas le sentiment, je l'ai rappelé l'autre jour au Conseil syndical de Métropole Savoie, je n'ai pas le sentiment que sur un certain nombre de perspectives de développement des énergies renouvelables, et là aussi on est en connexion avec l'actualité, on ait réellement pris la mesure sur notre territoire de l'urgence climatique et de la nécessité d'avancer plus vite. Il faut vraiment avancer plus vite. Merci pour votre contribution, Monsieur Dupassieux. Si vous doutez de ce que je vous ai dit sur l'avis de l'ADEME, je vous invite à prendre contact directement avec le directeur et la directrice adjointe de l'ADEME, qui ont exprimé les choses dans mon bureau et qui ont justifié ainsi, en salle des commissions, devant le maire de la Motte, le fait de ne pas subventionner aujourd'hui l'extension du réseau de chaleur sur la Motte-Servolex à partir d'une fourniture énergétique chambérienne, considérant que le coût de la fourniture d'énergie était trop élevé. Mais je vous ai donné les sources. Donc, voilà. Sur la Motte, il faut remplacer du gaz, monsieur le maire. Et effectivement, aujourd'hui, le coût de chauffage urbain est encore pas assez bas, on va dire, par rapport au prix du gaz pour permettre Ils ont convaincre des nouveaux adhérents. Considéré que le réseau de Chambéry était encore un peu trop cher et qu'il fallait oui, d'abord par rapport travailler. au gaz. D'ailleurs, c'est ce qu'on travaille. C'est pas que le cas de Chambéry. C'est pas que le cas de Chambéry. Par contre, là aussi, une mauvaise nouvelle. Hein, le fait d'abandonner l'augmentation de la taxe carbone sur les prix des énergies fossiles, parce qu'on n'a pas su gérer effectivement ces problèmes de solidarité écologique et climatique, eh ben, c'est une catastrophe, puisqu'effectivement, on a un exemple concret, c'est que notre réseau, qui aurait pu très rapidement être très compétitif par rapport au gaz naturel, eh bien, ne va plus pouvoir l'être, et toutes ces questions d'extension vont être mises en cause. Très concrètement, c'est ça, les décisions qui ont été prises dernièrement par notre gouvernement. Enfin, sur la question du gaz renouvelable, Savoie Déchets travaille sur la question de la création d'une unité de méthanisation pour justement produire du gaz, puisque je vous rappelle qu'à l'horizon de 2022, nous ne pourrons plus incinérer ce qui est biofermentescible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur Caraco. Oui, juste une observation, ça sera rapide, pour dire que le rapport des délégataires nous permet de voir qu'il y a 2 parkings qui sont amortis maintenant, Curial et Hôtel de Ville, qui arrivent en fin de délégation à la fin de cette année, et que malheureusement ils repartent pour 30 ans sur un autre délégataire. C'est ce que le conseil municipal a voté, et le changement de délégataire s'est opéré le 6 décembre dernier, sans qu'il y ait d'interruption du service. Voilà. Je vous propose de... Oui, monsieur Ruffier, pardon. Je ne sais pas intervenir maintenant, mais mon collègue Alain Caraco vient d'évoquer la question des parkings. J'étais intervenu, je vous avais posé une question il y a quelques mois, je n'ai plus la date exacte en tête, sur la question de l'emploi avec le passage d'Indigo à Q-Park. Alors, premier constat, depuis une semaine, la guérite des gardiens est fermée, éteinte. Alors, pour l'instant, les personnels n'ont pas été touchés, mais combien vont être gardés à terme par Q-Park? Alors, c'est quand même une inquiétude, parce que je voulais citer aussi une autre source. C'est une lettre que Madame la Première adjointe a adressée à tous les abonnés du parking de l'Hôtel de Ville, et ce courrier a suscité beaucoup d'émotions dans la ville, enfin de la part des abonnés. Il est formulé de façon telle que beaucoup ont pensé que la possibilité de l'abonnement allait disparaître avec l'échéance de chacun des abonnements. J'ai été saisi par courriel et puis directement de ces inquiétudes. Bon,
On se retrouve, et là dans le courrier, vous dites qu'on améliore la qualité de l'offre de stationnement. Pour l'instant, c'est surtout une dégradation que nous constatons. Les tarifs ont augmenté. Alors, ce n'est pas le fait de Q-Park, c'était avant du temps d'Indigo. Le service se dégrade sur place. Il n'y a plus de personnel pendant la journée en permanence dans le parking. On est là et alors de plus les abonnés doivent tous se rendre maintenant au château il faut refournir tous les justificatifs pour établir les nouveaux contrats. On nous avait expliqué que les délégataires de parking allaient être mis au pas et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est des dégradations, des reculs, une complication de la vie des abonnés. Bon, c'est pas simplement un point de vue, je suis abonné, je voulais en parler, mais c'est pas simplement mon point de vue, c'est un point de vue qui m'a été adressé par plusieurs abonnés qui habitent le centre-ville et qui s'inquiètent. Voilà. Vous connaissez le Code du travail. Quand il y a changement de délégataire, il y a obligation de reprise du personnel. Simplement, jusqu'à présent, oui, mais jusqu'à présent, on avait 2 délégataires ou 2 gestionnaires, puisque précédemment, il y avait déjà un gestionnaire ville et puis un gestionnaire Indigo. Il y avait un gestionnaire Q-Park et un gestionnaire Indigo. À partir du moment où il n'y a plus qu'un seul gestionnaire, il est vrai qu'il y a une centralisation du suivi technique de l'ensemble des parkings. Et donc, c'est le parking du château qui est le parking d'où est piloté l'ensemble des parkings de la ville, que ce soit Monge, l'hôtel de ville, etc. À Monge était piloté depuis le parking de l'hôtel de ville, précédemment. Voilà. Donc, c'est simplement cette harmonisation-là qui est faite aujourd'hui. Monsieur Dupassieux. Excusez-moi de reprendre la parole, c'est par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le maire, sur l'offre de Sodexo, alors plutôt c'était la gestion de Scolares qui était d'ordre fantaisiste, enfin, du moins qui avait communiqué des chiffres fantaisistes. Bon, il se trouve que le bureau d'études qui contrôle la délégation de Sodexo, c'est le même que celui qui contrôlait Scolares. Oui, oui, tout à fait. Donc je ne pense pas qu'il ait une analyse différente entre Scolares et Sodexo. Par ailleurs, Sodexo, quand il a fait son offre plus compétitive, ce qui vous a amené à le retenir, il n'avait pas connaissance, normalement, des chiffres de Scolares. Et donc, si les chiffres de Scolares étaient fantaisistes, je pense que l'offre de Sodexo l'était aussi. Non, il apparaît que les chiffres qui nous ont été donnés, on a aujourd'hui des doutes sur les chiffres qui nous ont été donnés et que nous avons été amenés à mettre dans le cahier d'appel d'offres. Voilà. Il y a des nombres, il y a des chiffres qui... C'est pas très sérieux, ça, monsieur le maire. Mais si, monsieur Dupassieux... C'était contrôlé par vous et par notre contrôleur. Il n'empêche que vous avez pu interroger notre contrôleur lors de la commission qui a été présidée, je l'en remercie, par Christine Diou, et que nous partageons aujourd'hui avec notre contrôleur un certain nombre d'interrogations. Voilà. Oui, mais je suis désolé, quand un exploitant fait une offre, il ne tient pas compte des chiffres du concurrent. Ils ont leurs compétences. Les données de base, c'est bien nous qui avons fourni... C'est bien nous qui avons fourni les nombres de repas à fournir ou des choses comme ça. Oui, donc ce serait sur le nombre de repas que ce serait fantaisiste. Oui. Bah, ça, c'est facile à contrôler. C'est là-dessus qu'il y a des... Voilà, et sur le matériel. Enfin, oui. Vous pourrez réévoquer avec vous connaissez bien, puisque c'est vous qui l'aviez choisi, hein, le cabinet qui nous accompagne dans cette opération. Donc, voilà. Madame Laclais. Je voulais intervenir de la même manière que mon collègue Henri Dupassieux. Quels qu'aient été les chiffres, ce qui peut être une difficulté, je comprends bien, sur le plan de l'équilibre financier, et il appartient au cabinet qui vous accompagne, comme il nous accompagnait, de faire la clarté sur les chiffres. Il n'en demeure pas moins que l'insatisfaction, elle porte sur ce qu'il y a dans l'assiette. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à dire à Sodexo. De la même manière, monsieur le maire, comme un certain nombre de personnes, on est utilisateur des parkings de centre-ville, je crois que peut-être la collectivité pourrait quand même demander à Q-Park d'avoir quelques, comment je pourrais dire, lectures
en continuité de ce que faisait son prédécesseur. Quand les clients sont allés pour demander en novembre de renouveler les abonnements, s'ils avaient des abonnements de 3 mois, on n'a pas pu leur renouveler 3 mois. On leur a imposé de reprendre 1 mois. Ce n'est pas le même prix. 1 mois multiplié par 3, ce n'est pas le même prix que 3 mois. Donc, c'est une charge pour l'utilisateur. De la même manière, on lui demande de refaire toutes ces démarches. Je pense quand même qu'il existe des liens de fichiers qui peuvent être certainement, même avec le nouveau règlement, qui permettent tout simplement à demander au client de confirmer qu'il veut bien que ces données soient transmises au nouveau délégataire et qu'on ne soit pas obligé de demander à des gens de retourner dans les bureaux du parc du château pour refournir l'ensemble des données. De la même manière, en novembre, il n'a pas pu être renouvelé par un système en ligne. Donc voilà, moi je vous dis simplement, quand on change, et c'est le droit de toute collectivité de changer de délégataire, je pense que c'est bien de s'assurer que, vous avez dit, il y a eu une continuité du service, c'est bien quand même la moindre des choses qu'on puisse attendre qu'il y ait une continuité du service, mais il aurait été encore mieux d'avoir une continuité de la gestion qui n'oblige pas les clients à devoir refaire un certain nombre de procédures, et je le redis, de payer 1 mois alors qu'ils s'attendaient pouvoir renouveler soit plus longtemps pour optimiser leur forfait, et là ça n'a pas été possible, et moi je le regrette. Monsieur Ruffier. Je voulais juste rajouter un point. Madame la première adjointe, vous indiquez un numéro de téléphone dans votre courrier. Les personnes qui étaient inquiètes ont téléphoné, ont appelé ce numéro, et les gens qu'ils ont eu au bout du fil ne savaient pas que Q-Park reprenait un parking à Chambéry, je vous le signale. Hein. Ah, écoutez, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, Madame Beau. Bon, enfin, écoutez, sur la question du transfert, ça ne sert à rien de cacher qu'on a eu quelques difficultés avec Indigo pour obtenir la transmission de données. Voilà. Je le dis de manière très claire. Voilà, il est donné donc acte au Conseil de cette communication. Je vous propose maintenant qu'on passe au rapport suivant,